Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti. Détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Manon, maman de 32 ans, maman de Charlie et de Angel, en couple avec Axel depuis 7 ans. Elle nous parlera de ses deux accouchements, dont un en plateau technique, à la maternité de Givors dans le 69. Bonjour Manon, comment tu vas? Bonjour Marlène, très bien, merci et toi? Oui, ça va, j'ai hâte d'écouter ton histoire. Bonjour Lindsay qui est toujours avec nous en backup, comment tu vas Lindsay? Bonjour, ça va bien, merci. J'ai hâte pour les histoires. Hmm. Eh ben super. Avant tout ça, vu que je t'ai un petit peu présenté Manon et qu'on envoie un petit questionnaire avant l'enregistrement, tu nous as révélé que c'était des grossesses surprises à chaque fois. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu le contexte de ces surprises, pourquoi, comment? Oui. Alors c'est vrai que c'était très surprenant pour moi parce qu'il y a eu deux éléments de contexte en fait. Le premier, c'était le fait que à la base je ne souhaitais pas devenir mère, donc je ne voulais pas d'enfant. Et puis quand je me suis mise en couple avec mon conjoint Axel, petit à petit j'ai commencé à bouger et à me dire que l'éventualité de devenir mère, ce serait peut-être possible pour moi aussi. Et donc, on a commencé à réfléchir à ce projet, mais il n'était pas du tout acté qu'on ait des enfants tout de suite. Surtout que le deuxième élément de contexte à connaître, c'est que je venais enfin de trouver un travail qui me sortait d'une forme de précarité quand même au niveau de l'emploi. Et donc, j'avais envie de m'installer confortablement dans cet espace professionnel avant de me lancer. Peut-être dans une projection de future de vie de maman et de vie de famille. Et en fait, ça faisait 2 mois que j'étais embauchée dans ce nouvel emploi quand je suis tombée enceinte sous stérilet. Donc surprise, 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 puisque je venais tout juste peut-être d'entrouvrir la porte de la maternité, que bah il était là en fait, et d'autant plus surprenant que j'étais sous stérilet au cuivre. Donc je m'attendais absolument pas à cette grossesse. Voilà, donc ça c'était pour mon aîné. Et pour la deuxième, on a eu un mauvais calcul puisqu'on s'était dit que on voulait faire les choses autrement et donc on avait calculé mes cycles via une application et en fait visiblement ça n'a pas fonctionné puisque je suis également tombée enceinte à ce moment-là. Hmm. Ben, merci de partager ça. Je pense que ça, c'est important. Tu soulignes, alors la première grossesse, bon, c'est un hasard effectivement qu'on ne pourra peut-être pas expliquer, mais en tout cas la deuxième, c'est intéressant ces histoires d'application et de cycle et de fait de souligner que c'est pas forcément sûr à 100% et que avant de se lancer dans tout ça, eh ben il faut que les femmes apprennent à bien connaître leur corps, leur cycle et leur fonctionnement. Et je crois qu'il y a un manque d'éducation à ça. Merci de partager ce point. Donc voilà, j'avais envie de démarrer par ça. Et puis, ben, chronologiquement, pour que nos auditeurs puissent suivre cet enregistrement de façon plus fluide, je te propose qu'on commence avec ta première grossesse. Donc, pour Charlie, ton aîné, tu démarres là où tu en as envie et tu nous dis bah, comment ça s'est passé pour toi. Ok. Alors donc pour Charlie, comme je disais, comme c'était une surprise et que je m'étais pas vraiment projetée dans ce rôle de mère encore réellement, j'ai paniqué en fait, hein. Le sol s'est ouvert sous mes pieds et je me suis dit oh, mais en fait je fais quoi? Donc on a longuement réfléchi avec mon conjoint sur la question de savoir si déjà on le gardait. Et puis comme on s'était quand même mis d'accord sur le fait qu'on voudrait des enfants, finalement, on a dit bon allez, on tente l'expérience, on verra bien où ça nous mène. Ce bébé est là, c'est pas un hasard, donc accueillons-le comme on peut. Et donc moi, je me suis prise un peu à la fois de panique et aussi de passion finalement, au fur et à mesure du temps, pour des lectures sur le devenir mère, les grossesses, etc. En me disant bon bah voilà, si tu accumules plein de savoirs, peut-être que ce sera plus simple de devenir mère. Bon,
Les faits révéleront que pas forcément. Le fait de devenir mère, c'est beaucoup d'apprentissage du quotidien. Et ça se trouve pas toujours dans les livres. Mais j'avais besoin en tout cas de me rassurer, de me raccrocher à ça, à ce socle-là de connaissances pour me sentir légitime. Voilà, moi qui n'avais jamais souhaité être mère, du jour au lendemain, arriver à ça, c'était quand même une sacrée étape. Donc j'avais besoin de me préparer. Et heureusement qu'il y a 9 mois de grossesse pour se préparer. Je pense que sans ça, ça aurait été plus délicat. Et j'ai eu la chance d'aller au terme de ma grossesse, qui s'est déroulée, je dirais, sans encombre. Vraiment, une grossesse assez classique, quelques nausées au démarrage, peut-être des douleurs un peu à la poitrine, mais au fur et à mesure du temps, tout s'est très bien passé. Honnêtement, je garde un très bon souvenir de cette grossesse. J'aimais pas spécialement être enceinte, car mon corps de femme enceinte me mettait mal à l'aise. Et en même temps, voilà, je le vivais plutôt bien. Donc je me suis renseignée sur les modes différents, enfin les différents modes d'accouchement possibles. Et assez rapidement, j'ai eu envie de faire un accouchement physiologique. Donc j'ai cherché une sage-femme qui connaissait un petit peu ce mode d'accouchement et qui accompagnait ses accouchements. Et donc, elle m'a suivie. En fait, c'était une équipe de 3 sages-femmes près de chez moi qui nous suivaient en alternance et qui se mettaient en astreinte, donc 3 semaines avant notre date prévue d'accouchement, pour pouvoir être présente au moment de notre accouchement. Donc, je me suis rapprochée de la maternité de Givors, qui était déjà à l'époque connue quand même pour la qualité de son accompagnement, notamment dans la salle nature, avec la possibilité d'accoucher voilà, le plus physiologiquement possible, donc sans péridurale. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'expérimenter avec l'une de mes sages-femmes le jour J. Super. Euh, Quand tu dis physiologique, pour toi, c'était donc sans péridurale. Est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles tu tenais vraiment? Et puis, on verra par la suite si tu as pu y accéder ou pas. Oui, effectivement. J'avais très peur de l'épisiotomie aussi. Ça me faisait peur. Alors, c'est vrai que j'ai quand même été sensibilisée tout au long de ma grossesse par des sages-femmes qui nous présentaient quand même les faits en nous disant, bah voilà, il peut arriver telle ou telle pratique, on peut être amené à utiliser tel ou tel outil, il peut se passer ça pour toi. Et en fait, le fait de se projeter dans ces situations, ça m'a permis de savoir justement ce que je voulais et ce que je voulais pas dans l'idéal, tout en sachant très bien que on ne peut pas tout contrôler le jour J et que éventuellement bah, ça pouvait aussi m'arriver. Donc j'ai fait un projet de naissance dans lequel je précise que ben si l'épisiotomie est vraiment nécessaire dans ce cas, d'accord, mais autrement j'aimerais l'éviter au maximum. Bien sûr, pas de déclenchement, essayer de le laisser arriver par lui-même. Et j'ai bien fait de le préciser puisque je suis partie sur un accouchement à dépassement de terme. Et Ok. en fait, si je n'avais pas formulé ce besoin et cette envie, ce projet de ne pas déclencher mon accouchement, certainement que je l'aurais été. Donc j'étais contente d'avoir pu poser ces choix. Et voilà, après, je voulais quand même un endroit dans lequel on puisse m'accompagner sur l'allaitement. En fait, cette idée, elle est arrivée tardivement dans ma grossesse parce qu'au début, je voulais pas allaiter non plus. Mais voilà, je voulais quand même un espace où je puisse changer d'avis, et ce qui a été le cas, et donc ça s'est bien passé, ouais. Chouette. Donc ta grossesse se passe bien à terme, voire plus. Ouais. Si tu as envie, on peut directement du coup passer au moment où bébé va commencer à annoncer qu'il va arriver. Comment ça se passe? Oui, alors j'avais vraiment une peur, c'était d'arriver trop tôt à la maternité et de passer tout le temps du travail là-bas, parce que j'aime pas trop les hôpitaux quand même. Et donc j'ai essayé d'attendre au maximum, sauf que quand c'est une première grossesse, on se rend peut-être pas forcément compte, et je suis quand même arrivée au bout de 10 heures de travail, de pré-travail chez moi, à la maternité, et j'y suis restée encore 12 heures. Et je pensais pas que je sois amenée à rester aussi longtemps avant de rencontrer mon bébé. Et j'avais ma sage-femme qui était là, donc qui m'a accompagnée tout du long.
et qui me disait oui, il est bientôt là, il est bientôt là. Et en fait, je voyais les heures défiler et je me disais mais il sera jamais là. En fait, je n'y croyais plus. Surtout qu'en termes d'intensité, en plus dans la douleur, on est monté quand même sur des crans assez hauts. À un moment donné, je me suis dit non, mais il faut que je prenne la péridurale parce que je ne tiens plus en fait tout simplement. Et puis j'avais ma sage-femme qui disait oui mais tu te souviens de ton projet de naissance, c'est sûr? Non mais il est bientôt là, il est bientôt là. Donc en fait j'ai tenu tout le long en me disant il sera bientôt là, mais je le voyais jamais arriver. Euh, Donc j'ai eu la chance d'avoir un peu d'acupuncture pour soulager la douleur. J'ai eu le temps de tremper mes fesses un peu dans un bain bien chaud. C'était chouette aussi pour gérer les contractions. Et surtout, j'ai énormément dansé. J'ai énormément ri. Beaucoup de complicité avec mon conjoint. Et c'est vrai que c'est un moment que je garde très précieusement dans mon cœur parce que je crois que ça a été vraiment l'apogée de notre complicité, de notre connexion, lui et moi, où on était tous les deux à cet instant précis en train de célébrer en fait l'arrivée de cet enfant. Donc j'ai dansé du zouk. À chaque contraction, bah, il était là et il me servait de support. Le pauvre, il a d'ailleurs eu deux vertèbres déplacées Oh, à la suite de mon accouchement. Donc c'était quand même assez intense. Et mon fils est né, il a sorti la tête sur Pink, voilà, Sober de Pink. Donc j'étais génial. assez contente, je m'étais prise ma petite playlist et j'avais prévu d'accoucher sur plutôt de la musique plutôt douce, etc. Et puis bon, comme je contrôlais pas du tout le temps de la playlist, en fait finalement il est sorti sur Pink, un truc vachement plus électrique, assez rock et voilà. Et quand on en reparle encore aujourd'hui avec mon conjoint, on en rit parce que c'était assez cocasse comme situation. Ouais, c'est génial, on n'a jamais eu ça encore, donc merci. Ah, c'est trop bien. Et c'est aussi un point qui est sympa à souligner que effectivement, si on a une envie particulière, rien ne nous empêche de dire, bah, j'aimerais bien mettre un peu de musique, quoi, et d'emmener sa propre musique. En tout cas, de demander avant, donc c'est cool. L'accouchement en lui-même, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé? Ouais, alors c'était assez vraiment, moi je l'ai vécu comme quelque chose d'assez long, difficile vraiment. Euh, à, à la toute fin, en fait, à un moment, je me suis dit je tiendrai pas, je tiendrai plus. Euh, la douleur était vraiment trop intense et j'avais envie d'abandonner. Comme si je m'étais dit ok c'est bon, ça va se passer, mais sans moi je me barre. Sauf que en fait je pouvais pas partir. C'était juste pas possible, donc ça a bien fait rire ma sage-femme et Axel, mais moi j'étais en colère en fait à ce moment-là parce que bah, je tenais plus et qu'il y avait rien qui me soulageait, il y avait plus aucune position, plus rien, et je sentais mon bébé descendre et en même temps ça faisait des heures et des heures qu'on me disait t'inquiète pas il arrive et en fait il était toujours pas là, donc au bout d'un moment je me suis énervée et puis euh, et puis d'un coup plus rien, plus de douleur. Juste après cet énervement et cette supplication quand même, parce que j'ai quand même supplié d'avoir la péridurale, hein, et à un moment donné, ça s'arrête, juste après ça. Et je ressens plus rien. Et ça dure, je sais pas, ça m'a paru une éternité, et en même temps, dans toute la longueur de mon accouchement, c'était certainement rien du tout. Et là, j'ai eu très envie d'aller à la selle. Et donc, je me suis mise à quatre pattes parce que tout le long, j'étais un peu à droite à gauche. J'étais une fois debout, une fois sur un ballon. Voilà, c'était très drôle, un peu sur mon compagnon de temps en temps à danser. Et puis là, d'un coup, j'ai eu vraiment ce besoin de me relier au sol, de prendre appui. Et en fait, donc, je me suis mise à quatre pattes. J'ai vu que ma sage-femme avait sorti les gants, tout ça. Je me suis dit, ah, bah, il est peut-être vraiment là. Et j'ai même pas eu le temps de dire ouf que j'ai poussé. C'est ça, enfin, il est sorti vraiment tout seul. J'ai poussé trois fois. J'ai entendu d'abord la tête qui est sortie où Charlie a fait un petit cri du genre comme ça. Donc je me suis Hmm. dit, oh, il est là, il est vraiment là. Bon, à ce moment-là, je pensais qu'il était sorti, mais en fait, il y avait que la tête et je le voyais pas vu que j'étais à quatre pattes. Et là, Axel me dit, il faut encore pousser et il a pas eu besoin, enfin, j'ai pas eu besoin de contrôler. En fait, c'est revenu tout seul. La sensation vraiment d'avoir besoin, comme d'aller aux toilettes, hein, de pousser par soi-même. Et donc, bah, la troisième fois était la bonne. Il est sorti d'un coup. Waouh.
Et Axel me disait que quand il regardait mon dos, il voyait tous les muscles de mon dos se contracter en une vague un peu. Et c'était très impressionnant apparemment à voir. Et c'est vrai qu'à vivre, j'avais cette sensation de vague qui me parcourait le corps. C'était assez impressionnant. Incroyable. Et là, à ce moment-là, étrangement, j'ai eu, comment dire, j'ai eu aucune considération pour mon bébé à ce moment-là, mais plus pour toutes les femmes du monde. J'avais cette espèce de sensation de sororité ultra profonde, de me dire, oh, mais quelle puissance on a, nous, les femmes, de donner la vie. Et là, j'étais partagée entre une forme d'admiration incroyable pour toutes les femmes du monde qui avaient donné naissance ou qui allaient donner naissance, et en même temps, j'étais un peu en colère aussi, de me dire, mais en fait, personne m'a dit que ça se passait comme ça, une naissance. Et de me dire comment c'est possible d'avoir à la fois autant d'admiration pour la moitié de l'humanité et en même temps d'en vouloir un peu à cette moitié de l'humanité de pas m'avoir dit à quel point c'était incroyable. C'était très très paradoxal. Et je me suis retournée, du coup je me suis mise sur le dos. Et là j'ai réalisé qu'il y avait un bébé qui m'attendait. Mais ça a pris pour moi bien 2, 3 minutes. Hmm. Et j'étais à peine retournée qu'il était déjà en train de grimper sur moi, encore accroché avec son cordon ombilical pour venir sur mon sein, j'imagine pour téter. Sauf que sur le coup, j'ai été vraiment surprise, sidérée même. Et j'arrivais pas à reconnaître que c'était mon enfant en fait. Je me suis dit, mais j'avais une espèce de Gollum qui me grimpait dessus jusqu'à mon sein. Et en plus, c'était un tout petit bébé. Il est né à 2,7 kg. Donc il était tout frêle, tout fin et du coup tout nerveux. Et je me suis dit, mais c'est mon bébé, c'est ça. Et en fait, il était à mon sein. J'étais là, je le tenais. Je regardais Axel, ma sage-femme. Et j'avais l'impression d'être là sans être là, en fait. Et je savais pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Donc, j'ai pas vraiment pu accueillir mon bébé euh, parce que j'étais pas redescendue encore, en fait. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre conscience de ce qui venait de se passer et pour enfin me connecter, arriver à reconnaître et du coup à rencontrer mon bébé. Hmm. Waouh. C'est magnifique ce que tu racontes. On est vraiment avec toi là dans cette puissance féminine. Moi, je trouve ça fabuleux que tu aies été à l'écoute de ton corps et en même temps ce corps qui sait faire quoi, qui fait tout simplement, qui donne naissance. Donc c'est hyper chouette. Tu dis que tu as mis du temps à connecter à ce bébé. On parle de quoi? On parle d'une heure, on parle de jours, on parle de semaines. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense qu'on peut parler effectivement en semaine. Parce Ok. que, parce que j'étais un peu comme en mode automatique, pilotage automatique. À partir du moment où il est né, jusqu'à, je dirais, même après, quand on est parti de la maternité, en fait, je faisais les choses un peu par automatisme. Alors, je regardais mon bébé, je lui parlais, mais j'avais l'impression de jouer à la maman euh, et de pas vraiment me sentir à cet endroit-là en tant que mère réellement. Je ressentais, c'est comme si je ressentais presque plus rien à ce moment-là. C'était assez étonnant, surtout qu'en plus la naissance est arrivée dans un moment de célébration, de joie, où il y avait beaucoup de cœur, beaucoup de rire, et d'un coup c'est comme s'il y avait un vide qui s'était créé. Hmm. Et ce vide, ben, j'avais l'impression qu'il fallait que je le remplisse. Donc voilà, j'écoutais les conseils. Je voyais Axel qui, lui, semblait si à l'aise avec ce bébé. Il lui changeait la couche, il était très actif dans l'allaitement. Pour ça, il m'aidait à exprimer mon lait. Il l'a mis plusieurs fois à mon sein. La nuit, il se levait pour venir me l'amener, me l'apporter directement. Enfin, j'avais l'impression que lui, c'est comme s'il il savait faire, comme si lui, on lui avait donné un mode d'emploi, et moi, pas du tout. Et je me suis dit, mais je vais pas y arriver en fait. Et j'avais l'impression que sans Axel, j'allais pas réussir à m'occuper de cet enfant. Et donc, au retour de la maternité, bah, ça s'est prolongé parce que je l'ai manifesté, je m'en suis confiée auprès d'Axel et il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, quand on rentrera à la maison, ça va aller, tu verras, tu te sentiras.
plus libre peut-être aussi de tes mouvements. Et en fait, je suis rentrée chez moi et c'était pareil. Et je me suis dit, oh, mais est-ce que j'aime mon enfant? Est-ce que je vais l'aimer un jour? Est-ce que je vais avoir un lien avec lui? Et j'ai commencé à paniquer. Et puis, je sais pas pourquoi, au fur et à mesure du temps, Axel a aussi repris le boulot, donc je pense que ça m'a aidé, vu qu'il a repris son travail. Ça m'a aidé à prendre ma place. Parce que du coup, bah, il y avait plus que moi. Et je me suis dit, bah tiens, et là j'ai envie de l'embrasser, et si je l'embrassais, et tiens, là, il a une petite tache à cet endroit, et si je lui en parlais de sa petite tache. Et petit à petit, on a réussi à créer du lien. Et heureusement que l'allaitement aussi était là, parce que je pense que si j'avais mis, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois pour moi, si j'avais mis en place un biberon, une alimentation au biberon pour mon bébé, je pense que ça, peut-être, j'imagine que ça aurait mis encore plus de temps peut-être ce lien à se créer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le regarde dans mon expérience aujourd'hui avec de la rétrospection. Parce que le fait d'être en proximité directe avec lui, en peau à peau, etc., ça m'a permis de le regarder vraiment. Et d'être très attentive à comment il se positionnait, à la fois à la base plutôt pour l'aspect plutôt théorique de comment on doit s'occuper d'un enfant. Et en fait, petit à petit, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir la porte à la rencontre avec Charlie. Donc je dirais que ça a mis bien 3 semaines, ouais, avant de Hmm. vraiment rencontrer mon bébé. Oui, on entend dans ce que tu dis je passe de m'occuper d'un enfant à m'occuper de mon enfant et lui donner sa place d'individu. Ouais, C'est c'est chouette. exactement ça. Ouais. Mm. Ok. Tu nous as parlé aussi de cet allaitement que tu as décidé tardivement sur la grossesse. Euh, Est-ce que tu as été accompagnée? Comment s'est déroulé cet allaitement? Parce que je crois que tu avais envie de nous en parler un peu. Oui. En fait, pendant ma grossesse, j'avais plein d'idées sur l'après. Et notamment, je m'étais dit, l'allaitement, pourquoi pas, mais un temps, si jamais ça doit avoir lieu. Et sinon, c'est OK pour moi de ne pas allaiter. Et je m'étais aussi dit que je reprendrais le travail 1 mois et demi après mon accouchement. Et en fait, je crois que le fait justement d'avoir eu des difficultés à me connecter à mon enfant et le fait de voir à quel point l'allaitement m'a aidé aussi dans cette connexion, ça m'a donné envie de continuer à allaiter. En plus, ça se passait très bien. Franchement, j'ai eu un allaitement extraordinaire, formidable, qui fait que du coup, j'avais envie de continuer. Et donc, je me voyais pas reprendre le travail non plus parce que au bout de 3 semaines, j'atterrissais tout juste. Et je me suis dit, bon, dans 2 semaines, tu reprends le travail, 2 semaines et demie, ça va être un peu juste. Donc, j'ai demandé à la fois un congé parental qui m'a été accordé sur le tard. Merci mon employeur. Et j'ai été accompagnée dans mon allaitement par les sages-femmes qui ont fait un suivi, en fait, allaitement. Il y en a une qui est vraiment accompagnante, euh, qui est consultante même en lactation. Et donc, voilà, elle m'a accompagnée tout du long. Et en fait, j'ai pas eu beaucoup besoin d'elle finalement parce que c'était assez intuitif pour moi. Ça s'est fait assez facilement. Euh, et ouais, c'était assez fluide. Et moi qui à la base ne m'étais jamais dit que j'allais allaiter, ou en tout cas très peu, et ben, je me suis retrouvée 22 mois plus tard à toujours allaiter mon enfant. Ah oui, un bel allaitement. Ouais. Ouais, un bel allaitement, d'autant qu'en plus à 22 mois, j'étais enceinte du coup de mon deuxième et je continuais d'allaiter mon aîné. Waouh. Ok, bah du coup, belle transition. Je te laisse nous dire du coup comment tu apprends cette grossesse surprise à nouveau, comment ça se passe avec ce bébé encore que tu as, parce que 22 mois, c'est encore petit. Voilà, on t'écoute. Merci. Euh, Alors, cette deuxième grossesse, bah, étrangement, je l'ai vécue, l'annonce en tout cas, je l'ai vécue comme la première. Une espèce de gouffre qui s'ouvre sous mes pieds en me disant, mais c'est pas possible. Effectivement, j'avais une méconnaissance de mon cycle. J'ai des cycles très longs, donc en fait, le calcul était juste très mal défini par l'application parce que j'avais pas précisé mes cycles d'ovulation exacts. Euh, et en même temps, on s'est posé la question de se dire, bon, notre petit chou, il est quand même tout petit, hein. J'ai appris la grossesse d'Angèle, Charlie avec peut-être 14 mois, quelque chose comme ça. On s'est dit, bon, est-ce qu'on est reparti pour un second round? Euh, et en fait, 2 jours après, je savais que oui, on était reparti.
Donc déjà, cette annonce-là a été quand même plus fluide parce que pour le coup, je savais un peu plus à quoi m'attendre aussi. Une grossesse, par contre, marquée par de la fatigue extrême parce que quand on a un aîné à s'occuper, plus le travail, plus le quotidien, bah c'est quand même voilà. Ce que je note en tout cas de cette grossesse-là au démarrage, c'est quand même beaucoup plus de fatigue que pour la première. Euh, et puis malheureusement, je suis tombée malade à 5 mois et demi de grossesse euh, au cours de l'hiver. Et voilà, et en fait, ça a été... Enfin, j'ai eu une traversée très difficile à ce moment-là. Ouais. Donc, du coup, tu es tombée malade. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu plus sur ce moment de ta grossesse? C'est pas une obligation, c'est toi qui vas, sinon tu enchaînes avec le déroulé. Oui, ben, je pense que c'est important d'en parler parce que ça peut peut-être servir à d'autres personnes qui écouteront. Euh, En fait, je suis tombée malade donc au début de l'hiver. D'abord, ça a commencé par de la toux, beaucoup de toux. Et c'est vrai que les médecins, ils aiment pas bien une femme enceinte qui tousse. Donc, je suis allée consulter. D'abord, on m'a parlé, j'ai eu plein de diagnostics en fait tout au long de ce parcours, mais d'abord de pharyngite, voilà. Donc, j'ai pris plusieurs traitements assez doux au départ. Et puis, au bout de 2, 3 semaines, j'ai commencé à perdre ma voix. Et même, je suis restée aphone pendant 2 mois et demi. Wow. Je ne pourrai plus utiliser ma voix pendant 2 mois et demi. Et donc là, il s'est passé plein de choses en fait, parce que communiquer avec son entourage quand on ne peut pas parler, c'est déjà complexe. Encore plus quand on a un enfant qui est jeune, qui apprend à parler et qui ne comprend pas pourquoi maman ne répond pas. Ça a été vraiment très dur pour moi de devoir choisir quelque part les mots à employer pour les écrire ou les chuchoter quand j'y arrivais. Du coup, de devoir limiter ma pensée aussi, qui parfois, et on se rend pas compte à quel point nos idées sont complexes, et de devoir aller à l'essentiel pour tout, en fait, pour la vie de tous les jours. Et avec un enfant qui, du coup, a été vraiment impacté, je crois, par ça, hein, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi maman ne lui parlait pas. Et je sais pas comment il l'a vécu, mais j'imagine en tout cas que pour lui ça a été du maman ne veut pas me parler ou ne veut pas me répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voilà. Donc j'étais aussi dans cette culpabilité de ne pas pouvoir finalement répondre aussi aux besoins de mon enfant. Et puis dans cette grossesse, il n'y a pas eu que la perte de la parole, il y a eu également petit à petit des symptômes se sont développés, d'autres symptômes comme des difficultés à respirer. Alors au début, on met ça sur le compte de la grossesse, hein, parce qu'on sait très bien que plus la grossesse avance et plus le bébé prend de la place, donc voilà. Mais en l'occurrence, c'était quand même un essoufflement particulier. Bon, bref, ça a augmenté très progressivement, je dirais, et ça a duré donc tout le mois de décembre, une partie du mois de janvier, et fin janvier, donc, je me retrouve finalement chez moi. Mon conjoint était en déplacement pour 3 jours euh, dans le cadre de son travail. Et donc, je devais amener mon fils le matin à la crèche, le soir également, parce que je j'étais plus en capacité de m'en occuper. J'étais tellement fatiguée, épuisée, essoufflée qu'en fait, même descendre les escaliers de chez moi, me lever le matin, c'était une fatigue si extrême. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, tu vas où comme ça? Tu vas où comme ça? Euh, donc j'avais fini par mettre mon enfant en garde, alors que j'étais à la maison où j'aurais pu m'en occuper. Et au bout de au terme de ces 3 jours de déplacement, mon compagnon est allé récupérer notre enfant à la crèche. Et en rentrant à la maison, il m'a trouvé sur le canapé avec 42 fièvres. Je m'étais urinée dessus parce que je ne pouvais plus me rendre aux toilettes. Wow. Et j'étais semi-consciente. Donc là, il a commencé à paniquer. Il faut savoir que ça faisait quand même quelques semaines que j'étais sous masque alors à oxygène et sous cortisol.
J'avais été voir quand même plusieurs médecins. Je crois que j'ai vu en tout 5 médecins différents, des ORL. J'étais allée voir également les urgences de différents hôpitaux de la région. Bref, à chaque fois, il y avait un diagnostic différent, des prescriptions différentes et donc des traitements de plus en plus lourds, jusqu'à donc ce fameux jour où, pris de panique, il a appelé les urgences. Et donc, j'ai fini à l'hôpital. J'ai été hospitalisée. Et là, on a regardé un peu mon état de santé. Et on m'a dit, Madame, là, ça va pas bien fort pour vous. Il va falloir qu'on fasse un scanner. Faire un scanner quand on est enceinte, je le dis pour les auditeurs, auditrices, euh, c'est déconseillé, fortement déconseillé pour le développement de l'enfant. Donc, je m'agrippais à mon lit en suppliant comme je le pouvais, puisque je ne pouvais pas parler, de ne pas me faire le scanner. Mais en fait, ils ont eu en fait comment dire, un soupçon d'un début d'embolie pulmonaire. Donc, il fallait pouvoir vérifier l'état de mes poumons. Enfin voilà, je vous passe les détails. Donc, j'ai fait ce scanner en pleurant toutes les larmes de mon corps, en me disant, si toutefois mon enfant a un souci, ce sera de ma faute. Et la faute du corps médical parce que du coup, j'aurais été contrainte de faire ce Mm. scanner. Donc ça a été très violent pour moi. Je suis restée hospitalisée 10 jours, durant lesquels on m'a dit que déjà mon accouchement à domicile, parce qu'à la base j'avais un projet d'accouchement à domicile pour cette seconde grossesse, ne serait évidemment pas possible. Mon accouchement non plus en physio agivore, en plateau technique, comme je l'ai fait pour mon aîné, ne serait pas possible non plus. Et que même certainement qu'ils allaient donc devoir déclencher mon accouchement. Et que peut-être, comme ils ne trouvaient pas de traitement et qu'ils n'arrivaient pas à trouver la souche de mon mal, de ma maladie, peut-être même que j'allais accoucher. Pardon. C'est OK. Prends ton temps, Manon. C'est waouh. Enfin, nous, on est sans voix avec l'INSEE. C'est normal tout ce qui remonte là. Et que peut-être je ne verrai pas mon bébé grandir, en tout cas que je le connaîtrai très peu, parce qu'il fallait que je me prépare à potentiellement mourir. Voilà. Waouh. Parce que toutes mes fonctions vitales, en tout cas respiratoires, et effectivement, le scanner était très clair hein, là-dessus. En fait, tous mes poumons étaient, je sais pas, en fait, les poumons ressemblaient plus à des poumons. On aurait dit que j'avais des nuages à l'intérieur des poumons. Tout était encombré. J'avais une sinusite qui s'était surinfectée en plus de ça. Enfin voilà, et je commençais à faire un début de ce qu'on appelle une bactérémie, donc c'est un début de septicémie. Et donc, d'où l'urgence pour eux de devoir sortir Angèle rapidement pour éviter qu'elle soit elle aussi contaminée par mon sang, par le placenta. Et donc, il fallait éventuellement envisager un déclenchement, la sortir au plus vite euh, pour lui sauver la vie. Et derrière, voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer pour moi. Tu peux nous redire à combien de mois de grossesse là tu es quand il se Alors passe là, cet à ce événement? moment-là, je suis à 7 mois, un peu plus de 7 mois de grossesse, 7 mois et demi de grossesse. Donc Angèle aurait été viable Ok. à ce moment-là, bien que prématurée. Mais en tout cas, c'était une option pour le corps médical de la faire sortir à ce moment-là. Ok. Donc on m'a envoyé un psy. C'était, alors je rigole parce qu'en fait, c'était drôle d'essayer de communiquer sans parler, encore une fois, avec un psychologue qui, en fait, je rejetais tout en bloc à ce moment-là. J'étais vraiment je voulais pas accepter la chose en fait. Je voulais pas accepter d'en arriver là. J'étais en colère un peu contre le monde entier et surtout contre le corps médical qui m'avait à la base diagnostiqué une laryngite alors que pas du tout. Euh, et oui, en colère de se dire que c'était pas juste de m'enlever cette chance de rencontrer mon bébé, de le connaître, de voir grandir mes enfants. J'avais pas le droit en plus aux visites parce qu'en plus de ça, j'avais une grippe. Enfin, et donc je pouvais pas voir mon aîné. Donc partir en me disant bah je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le revoir avant de partir, se préparer à ça. Donc j'ai commencé à rédiger des lettres, à écrire à toutes les personnes qui me tenaient à cœur
Parce que pour moi, ça faisait partie du processus de deuil dans lequel je commençais à être, en me disant, bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de traitement et ton état de santé s'améliore pas, ça empire. Donc, il faut que tu te prépares à ça et autant faire les choses bien. Donc, j'ai commencé à écrire et j'ai passé une journée effroyable, je me souviendrai toujours. Ça faisait 6 jours que j'étais hospitalisée et le personnel médical vient me voir et m'annonce que, ouais, ben, ils ont vraiment pas de solution et que là, il faut que je me mette en tête que c'est fini, quoi. On était un vendredi matin et du coup, toute ma journée, je l'ai passée dans cet état d'esprit où j'ai écouté du coup toutes les musiques que j'avais envie de réécouter une dernière fois, où j'ai reçu des appels de personnes et je pouvais pas répondre. Et donc ça a été une journée horrible. Ça a été terrible à ce moment-là et heureusement, ça a été une journée à la fois terrible et à la fois radieuse puisque le soir même, il y a un médecin qui est venu et qui m'a dit, en fait, c'est bon, on a peut-être Oh, trouvé la souche et trouvé ce qui dysfonctionne pour vous. Et donc, on va mettre en place un traitement dès cette nuit très fort. Donc, ça, c'est pareil, hein, avec des prises de médicaments, antibiotiques, tout ce qu'on déconseille aussi pendant la grossesse, qu'on n'a absolument pas envie de prendre. Et en même temps, pas le choix, parce que là, c'est soit vivre, soit mourir. Donc, on se retrouve dans des moments tout au long de cette journée où, bah, une chose que j'ai pas dite aussi, c'est où je parle beaucoup à mon bébé, où je lui explique que sa maman l'aime fort, que peut-être que on se connaîtra pas ou peu. Et en fait, ce qui est simple à ce moment-là, c'est que comme on peut pas parler, on descend en soi. Et l'avantage d'être enceinte, c'est qu'on n'a pas besoin de verbaliser les mots à l'oral pour qu'ils soient hmm. entendus par son bébé. Donc, elle a tout su, tout suffi. Je vais tout exprimer en pensée. Et le soir, quand on m'a dit qu'on allait essayer ce traitement, je me suis dit oui, de toute façon, on n'a plus le choix. Donc j'avais un réveil. Je me souviens, la nuit, je me mettais des réveils où les infirmières passaient pour que je puisse prendre mon traitement, parce que c'était un traitement de cheval et toutes les 2 heures, il fallait que je me lève pour le prendre. Oh. Et heureusement, le lendemain, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et effectivement, 2, 3 jours après, ça allait déjà beaucoup mieux. J'ai recommencé à m'alimenter correctement. Je pouvais commencer à respirer de nouveau un peu par moi-même. Et petit à petit, voilà, j'ai retrouvé l'accès à ma voix aussi péniblement. Ça a pris des mois en fait, hein, retrouver la voix, mais j'y suis parvenue. Et voilà, et ça s'est bien terminé. Hmm. Alors, doublement merci de partager ça parce que tu l'as dit, c'est important pour que les personnes sachent que ça peut arriver et qu'on peut s'en sortir puisque tu es là devant nous et en même temps, ça t'a demandé d'aller chercher là dans beaucoup d'émotions. Donc, merci à toi, Manon. On va du coup accélérer sur ce moment parce que c'est bon, on a vécu la douleur et on a envie d'entendre la joie maintenant puisqu'on sait qu'il y a une petite fille qui s'appelle Angel qui a pointé le bout de son nez. Alors du coup, on a envie de te demander à quel moment est-ce qu'après tout ça, tu as tenu jusqu'au bout, elle est arrivée à terme et dans quelles conditions? Alors du coup, tout au long de ma grossesse, on m'a dit, vous accoucherez plus tôt au regard de votre état de santé. Et en fait, j'ai accouché 2 jours en dépassement de terme. Encore plus tardivement que pour mon aîné. J'ai tenu et elle a tenu bon jusqu'au bout. Et la petite victoire aussi au passage, c'est que j'ai eu accès quand même à un accouchement physio aussi, sous haute surveillance bien sûr, puisque mon état de santé était quand même assez diminué, mais j'ai pu accoucher aussi comme je le souhaitais, avec un accompagnement doux aussi, même si pour la naissance d'Angèle, ça a été ultra rapide, ça a été le boulet de canon. Autant pour Charlie, j'ai mis 22 heures en tout, entre la première contraction et la sortie de mon fils. Autant pour Angèle, j'ai compté 5 heures entre la première contraction et la poussée et le moment de sa sortie.
Donc au début, j'étais à domicile chez moi. J'avais repris ma vie chez moi à ce moment-là. Et en fait, au bout de 2h30, je me suis dit, non, mais là, je crois qu'on est déjà arrivé à un sacré niveau d'intensité. Je me souviens à peu près de comment ça faisait pour Charlie. À ce moment-là, j'étais déjà à l'hôpital. Donc je crois que c'est le moment de partir pour la maternité. Et effectivement, on est arrivé et j'ai passé 2 heures sur place seulement. Et Angèle est sortie, et elle est sortie vraiment comme un boulet de canon. En termes de vécu, on n'était plus du tout dans du cocooning, dans de la danse, dans du... Ah, pas du tout. J'étais sur les nerfs, j'avais extrêmement mal à ce moment-là, et, euh, et surtout, j'étais dans une salle où tout bougeait. Il y avait que des trucs sur roulette. Il y avait un lit sur roulette qui n'était pas fixé, il y avait des tables sur roulette, il y avait un ballon de yoga qui était mal gonflé et sur lequel je m'agaçais et je m'énervais parce que j'arrivais pas à trouver une position. Et donc, ça a été en fait 2 heures ouais, ça, tout m'agaçait en fait. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à demander la péridurale parce que ça commençait à être dur. Et puis je me suis souvenu que la dernière fois que je l'avais demandé, c'était au moment où c'était la fin et que certainement que ça devrait pas tarder. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai senti une forte envie. Pareil, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai eu de très grosses contractions, très très fortes, très intenses. Et puis d'un coup, plus rien, le calme absolu. Mm. Et là, pour le coup, j'ai plaisanté parce que je regardais les sages-femmes qui se préparaient, qui mettaient les gants, qui riaient entre elles, qui se faisaient des petits sourires complices. Et là, j'ai dit, ah, en fait, j'ai pu le verbaliser parce que cette fois, j'ai compris. J'ai dit, ah, en fait, elle arrive, c'est ça. Mais dites-le moi si elle arrive. J'ai besoin de savoir qu'elle arrive, là. Dites-le moi. Et puis, personne ne pipait mot. D'un coup, hop, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé. Et je me suis dit, ah, ça doit être la poche des os. Et effectivement, c'est la poche des os qui s'est rompue. Euh, et là, en fait, j'étais en position, comment dire, j'étais accoudée en fait contre le lit de l'hôpital. Et là, d'un coup, j'ai ressenti une envie extrêmement forte d'aller aux toilettes. Et donc, j'ai positionné en fait mes mains au niveau du lit pour trouver un appui. Et Mm. j'ai accouché accroupie. Donc, en fait, j'ai poussé en position accroupie. Et là, pour le coup, j'ai poussé 2 fois. Elle est sortie comme un poisson. Souvent, je décris vraiment cette phase comme un poisson dans l'eau parce que j'ai poussé une fois, la tête est sortie, la deuxième fois, j'ai pas compté 15 secondes entre les deux, je crois. Et là, par contre, un tout autre accueil pour cette naissance. Pour Charlie, c'est vrai que j'étais plutôt dans quelque chose de subi finalement et que je ne comprenais pas et que je conscientisais pas non plus, que je m'étais pas vraiment approprié. Et je m'étais dit, surtout après ce qui s'était passé pour moi en fin de grossesse, je me suis dit, si tu arrives au terme de cette grossesse et que tu as l'occasion d'accueillir ce bébé, je m'étais donné un point d'honneur à le faire. Euh, Comme je me l'étais imaginé en tout cas. Et donc, je l'ai attrapé, je l'ai soulevé, j'ai rencontré son regard. Ça a été la première chose que j'ai vue, ça a été ses yeux. Et je lui ai dit bonjour Angèle, bienvenue mon bébé. Et là, je l'ai serré contre moi, j'ai pu l'embrasser, la câliner. Et je crois que ça reste le moment le plus fort pour moi dans cette naissance parce que j'avais pris un peu ma revanche de cet accueil un peu raté, parce qu'il m'était resté dans cette idée un peu ratée de mon bébé. Et cette fois-ci, j'étais là, j'étais consciente. Et je la regardais droit dans les yeux et je la reconnaissais tout de suite. Je l'ai tout de suite reconnue. Et le lien a été très forte, très rapidement. Une connexion rapide. Et est-ce que ce bébé a grimpé jusqu'à ton sein comme son frère ou pas du tout? Est-ce que... Mais pas du tout, mais alors pas du tout. Déjà, Angèle était un gros bébé comparé à son frère. C'était un bébé pas du tout tonique. Donc vraiment très différent. Et c'est moi qui l'ai installé au sein, du coup, dans la salle de naissance. Et pareil, du coup, on est parti sur un allaitement. Bon, là, je savais que je voulais allaiter longtemps. En tout cas, allaiter, c'est sûr, longtemps si possible. Et bon, j'ai allaité pendant 14 mois, Angèle. Voilà, les 14 mois qui ont suivi. Waouh. Que de rebondissements, que de d'émotions contradictoires, de choisir entre soi, son bébé, et en même temps des choses où on n'a pas le choix finalement, qu'on subit, puis d'autres qu'on va décider de faire. Et je crois que tout ça résume très bien toutes les grossesses et tous les accouchements. En fait,
rien n'est défini, rien ne ressemble à ce qu'on a pensé au départ sur le papier. Tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre et tout peut aussi en cours de route changer. C'est le mouvement de la vie, en fait, à toutes ces étapes. Donc, merci pour toute cette description. Comment vont tes enfants aujourd'hui? Comment toi tu vas? Est-ce que tu as envie de nous parler rapidement de tes postpartum? Comment tu les as vécus? Alors, mes enfants vont très bien, merci Marlène. Mes enfants vont très bien aujourd'hui. Mes postpartum pour Charlie, du coup, ça a été un peu plus compliqué parce que je crois que le lien d'attachement a quand même mis du temps à se mettre en place entre nous. Et puis finalement, ça a fini, je crois, par s'améliorer avec le temps. C'est vrai qu'encore une fois, je pense que c'est important en postpartum de s'entourer aussi de personnes, que ce soit pour l'aspect logistique ou juste une personne qui soit là de temps en temps pour venir aux nouvelles. Moi, c'est un peu ce qui m'a sauvée aussi dans ce postpartum. J'étais souvent seule, mon conjoint était beaucoup en déplacement, et donc le fait d'avoir quelques personnes ressources, ça m'a permis, je crois, vraiment de tenir, en fait, tenir le cap jusqu'à ce qu'on se sente mieux, peut-être dans son corps, dans sa tête, pour après reprendre un peu les choses en main. Et pour Angèle, ça a été plus doux parce que pareil, je pense que comme j'avais vécu un postpartum un peu plus difficile avec Charlie et que je savais un peu, peut-être un peu plus ce qui allait m'attendre, et puis surtout, je venais de, comment dire, de traverser une épreuve qui était telle que, en fait, rien ne me paraissait plus beau que la vie. Mm. Et, et donc, je crois que ça a beaucoup joué aussi sur mon état d'esprit et j'étais complètement transformée en fait, donc j'ai vécu les choses très différemment. Mm. Voilà. Oui, ce qui s'entend totalement. Est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose, un conseil, un ressenti, quelque chose d'important pour toi avant qu'on termine cet entretien? Non, je pense que j'ai envie de rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que finalement rien n'est jamais vraiment écrit à l'avance et que tout peut arriver. Eh bien oui, je crois que vraiment tout peut arriver et c'est chouette de se construire sur une grossesse et sur un accouchement, de se projeter avec certaines choses en tête. Et c'est encore plus chouette de se préparer à ce que tout ne fonctionne pas exactement comme on l'a prévu. Pour le coup, je crois que chaque naissance révèle quelque chose aussi en nous. Et tant qu'on reste ouvert à ça, ça vaut le coup de le vivre. Merci pour ces belles paroles de fin. Je te remercie encore d'avoir été présente aujourd'hui. Merci Lindsay de nous avoir accompagnés sur ce moment. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt sur notre prochain podcast. Au revoir Manon, au revoir Lindsay. Au revoir, merci les filles. Au revoir. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.